et l'hospitalisation après l'opération. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. Nous sommes à Chartres, on est arrivé hier à Chartres. J'ai pas filmé hier parce que c'était au final une journée 100% route. On a roulé pendant 7 heures, on est venu en voiture, ça va absolument rien raté, on est arrivé tard. Et en fait on est venu juste, je vous en avais parlé, pour filmer aujourd'hui à la Tanière. Peut-être, probablement, et je sais qu'il y en a parmi vous qui connaissent, parce que je sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, j'avais eu un rendez-vous téléphonique avec une dame. Je vous avais dit que c'était une asso avec qui j'aimerais bosser et tout dans ces vlogmas, et c'était la responsable communication de la Tanière, qui est un refuge animalier donc situé ici à Chartres. Ils sont assez connus sur les réseaux de plus en plus, j'ai l'impression. Enfin moi c'est comme ça que je les ai connus, puisque je les suis à titre personnel depuis plus d'1 an maintenant. J'adore ce qu'ils font, je trouve que c'est absolument fabuleux, et je vais pas tout vous dire là parce que je pense qu'ils le feront bien mieux que moi, mais ça me tenait vraiment à cœur de venir et de filmer, de vous parler de cet asso, de ce qu'ils font, parce que ça n'a rien à voir avec les autres refuges habituels qu'on peut voir. Donc je suis sûre que ça va vous plaire. Donc là on est en route vers la Tanière, on était à l'hôtel qui est situé juste à côté, donc c'est parti. En plus on va commencer avec un truc trop cool, on va assister à l'entraînement médical, je crois, des éléphants. C'est pas du tout ouvert au public, donc je suis hyper contente, ça va être vraiment chouette, ça va être intéressant. On assiste donc au medical training avec les 3 éléphants, Kitai, Rajendra et Sanai. C'est 2 fois par jour et ils commencent systématiquement par la vérification des pieds, mais aussi la prise de température, car jeune, elle peut monter très vite. Le traitement médical déjà, c'est avoir accès aux animaux. Ouais. Pour les petits bobos, pour les pieds, pour des températures, on s'occupe de ça. Et dans un deuxième temps, je vais faire des petites choses comme ça qui a priori ne servent pas à grand chose, mais en fait ça va les stimuler. On essaie de leur apprendre de nouvelles choses tout le temps, parce que la phase d'apprentissage est très intéressante pour leur cerveau. Comme les soigneurs nous l'expliquent, la sole du pied de l'éléphant est sensible, car entre leur poids et l'éventualité qu'un caillou s'y logerait, comme la sole pousse très vite, si on les retire pas rapidement, ça peut déclencher un abcès ou une inflammation. C'est donc très contrôlé. Ça lui fait pas mal Non, là il n'y a pas de nerf. Ok. Ça va plus en profondeur, ouais, ça peut lui faire mal. Ouais. Et même parfois on est obligé d'y aller un peu pour tirer les tissus qui sont écrasés. Forcément un peu différent. Là, il est en train de se rincer la cavité où il a perdu sa défense. Là, il avait 2 défenses, hein, comme tout le monde au départ, mais il s'est cassé la défense quand il était petit dans le parc où il était au préalable. Alors Rajendra, il a 12 ans. Il a 12 ans. Ok. 12 ans, il pèse à peu près 3 tonnes. Il va grandir, une fois adulte, il fera 5 à 6 tonnes. L'âge adulte pour un éléphant, c'est... C'est 20-25 ans, c'est l'âge adulte. C'est la taille adulte en tout cas, même s'ils vont continuer à grandir et même à s'épaissir légèrement au fur et à mesure des années. Là on a la présentation des oreilles. Donc, je vais venir toucher Max. Donc le but du jeu avec les oreilles, c'est qu'on puisse venir toucher régulièrement, et c'est là où on va faire les prises de sang. Ah, au niveau des oreilles? Ok. On distingue bien les veines. D'accord. Le training, c'est aussi de la désensibilisation. Hein. D'accord, ouais, c'est ça en fait. Très important. Voilà. Le fait qu'il tolère qu'on le touche le jour où on a besoin de faire une prise de sang, et on en fait régulièrement pour vérifier leur état de santé. Ils travaillent toujours en binôme, un qui s'approche de l'éléphant et le second qui assure sa sécurité. Parce que sous ses airs majestueux, l'éléphant a tellement de puissance que cela peut être très vite dangereux. D'ailleurs, on ne devait pas franchir la ligne jaune, qui correspond à l'espace de la trompe détendue. Elle compte une 40aine de muscles, donc je vous laisse imaginer la puissance. Comme ils sont très lourds, les pieds peuvent être très sensibles aussi. D'accord. Malheureusement, ils ne vont pas les user autant que dans la nature. Donc nous, on va faire le métier aussi de parage, le métier de maréchal ferrant. On va venir parer régulièrement les éléphants. Donc, en fait, on va garder une forme naturelle au niveau des ongles. Donc, on appelle ça la sole. La peau qui va s'épaissir, en fait, qui peut faire 1 cm d'épaisseur, et cette peau-là va protéger du coup le pied. Et ça va faire plutôt un système d'amortisseur, en fait, quand on va poser le pied sur le sol. Donc nous, on va venir contrôler tout ça. La sole et les ongles vont pousser très vite. Nous, on va rectifier le tir quand c'est trop long. On va limer les ongles et on va pouvoir rectifier aussi, retirer un peu de matière au niveau du pied. Lui, il aime bien être premier, parce que comme ça, il y a le foin qui est au sol. Ah ouais.
Le grand frère. Le plus grand. Et Sunaï. Je suis Patrick Gallas et on a la chance avec mon épouse Francine d'être les fondateurs de La Tanière. On a toujours tout fait à deux dans la vie. J'ai connu ma femme, elle avait 13 ans et demi, moi j'en avais 18. Ça serait aujourd'hui, j'irais en prison. J'étais vache et je trayais les vaches à l'époque. Et c'est des petits villages où il y avait encore un bal, des fois le samedi soir. Ses parents avaient une petite boulangerie, mon épouse, elle était à la fenêtre ici. Elle regardait les gens passer, aller au bal, elle ne pouvait pas à 13 ans et demi au bal. Et je lui ai dit, Chiche, t'es capable de descendre? Elle est descendue. On a été au bal tous les deux. On s'est connus sur une chanson qui s'appelle Les mots bleus. Et on s'est plus jamais quittés. C'est fabuleux. On a acheté notre première maison, on a eu notre fils. Dans le domaine agricole, traire les vaches, je savais que je gagnerais jamais d'argent. Et donc je suis parti vendre des voitures chez Renault. Et j'ai été vendeur, chef de vente, directeur commercial, etc. Jusqu'au jour où j'ai quitté Renault, je suis parti. On a créé notre entreprise, c'était le début des téléphones portables. Ouais. Qui n'avaient de portable que le nom, parce qu'ils faisaient 5 kilos, 6 kilos. Et puis les téléphones se sont petit à petit démocratisés, sont devenus de plus en plus petits, ils ont commencé à peser 2 kilos, c'était déjà bien. Petit à petit, on a été porté par cette vague. On a ouvert jusqu'à 270 magasins à travers la France. Et en 2009, on a cédé cette entreprise, parce que ça commençait à devenir très gros, on était complètement autodidactes tous les deux. On aurait pu prendre l'argent, partir se promener au soleil, etc., mais c'est pas notre truc. Comme dit souvent mon épouse, on a essayé d'être riche, mais on n'y arrive pas. On ne sait pas le faire. Et donc on s'est dit, on va s'occuper d'animaux en difficulté. On avait créé d'abord ici une petite ferme pédagogique, où il n'y avait que des animaux de ferme, vaches, moutons, cochons, chevaux, etc. Mais déjà tous des estropiés, issus de sauvetage, issus de problématiques diverses et variées. Et on faisait visiter ça aux enfants des écoles, et aussi aux enfants en difficulté physique ou mentale, le contact avec les animaux leur faisant un bien extraordinaire. Et puis, les premiers animaux sauvages qu'on a eu n'étaient pas très sauvages, c'était des daims, des bambis, qui étaient à l'école de police nationale à Rouen, là-bas. Beaucoup de daims dans le parc. Et la police n'était pas en règle, il n'y avait pas le droit d'avoir ces daims. Ils n'étaient pas identifiés, il n'y avait pas de capacitaire pour les animaux, il n'y avait pas de... On a récupéré ces bambis. Ensuite, sont arrivés des petits kangourous, des petits wallabies. Entre les deux, on a fait la connaissance d'un couple extraordinaire qui s'appelle Lisa et Paolo, qui sont chez nous aujourd'hui, qui travaillaient en freelance avec... ils avaient des ours et puis des otaries. Ils travaillaient pour des parcs et pour des cirques en freelance. Une famille extraordinaire. Des gens parfaitement heureux, mais qui étaient conscients qu'ils pouvaient trouver mieux pour leurs enfants et pour leurs animaux. Parce que c'est compliqué quand vous êtes dans le cirque, vous prenez un rendez-vous chez le dentiste 15 jours plus tard, vous êtes parti à 500 bornes, qu'il faut revenir. Contrairement à nous, à la Tanière, on n'est jamais dans le jugement. Et d'ailleurs, les gens du cirque ne sont pas tous des méchants. C'est comme dans toutes les professions, il y a 80-90% de gens très bien et 10 ou 20% d'abrutis. C'est comme partout. On les voit une fois, deux fois, et on leur explique un peu notre projet avec un bout de plan qu'on avait fait nous, comme ça. Et ben, ils ont dit, on va faire un bout de chemin avec vous. Et il nous a amené du savoir-faire dans la faune sauvage, parce qu'on n'avait pas de savoir-faire. Et puis, de plus en plus, on a été contactés, les animaux sont arrivés de plus en plus nombreux, de plus en plus sauvages. Et très vite, on a été reconnus comme étant pour faire les sauvetages que personne ne voulait faire, grosso modo, les plus compliqués. C'est pour tous les animaux que vous faites les pancartes avec la petite histoire ou... La plupart d'entre eux, les plus emblématiques en tous les cas. Le nom de baptême qu'il a eu ou qu'il a reçu en arrivant à la Tanière, son espèce. En quelques phrases assez simples, on réexplique les circonstances de son arrivée. Et comme là, on est sur un enclos où on a plusieurs individus, on met une photo de façon à ce que les visiteurs puissent essayer, parce que c'est plus compliqué chez les cervales. Alors, les animaux qui arrivent ici sont pour plus de la moitié des animaux qui arrivent sur des saisies sur du trafic d'animaux, donc et les trafiquants, les éleveurs. Ça nous est arrivé par exemple d'aller à l'autre bout de la France chercher un singe qui était chez un monsieur qui avait certes pas le droit de l'avoir, qui n'avait pas les papiers et tout, mais on arrive là-bas, le primate avait 45 ans, le monsieur avait 75 ans. Si on prenait les primates, on tuait les deux, de chagrin. Et il était heureux, le primate. Je dis pas que c'est la vie idéale pour lui, mais il était heureux. On est reparti, on n'a pas pris l'animal, on a aidé le monsieur à se mettre en règle pour pouvoir le conserver jusqu'à la fin de ses jours. Sur la détention illégale, c'est rarement de la maltraitance active, c'est plus souvent de la maltraitance passive. C'est-à-dire que je prends les animaux, mais je ne sais pas m'en occuper ou je ne sais pas faire. Il y a aussi des fois le syndrome de Noé, c'est-à-dire les gens qui collectionnent les animaux, croyant qu'ils vont les sauver, qui à un moment donné se retrouvent au cancer. Un jour, on a sorti 300 perroquets d'une maison d'habitation. Et la dame les aimait vraiment, mais enfermés dans des cages, et puis ils n'avaient jamais pu ouvrir les ailes. C'est aussi les animaux chez nous issus du monde du spectacle, au sens large, cirque, cinéma, etc. À 5 ans presque maintenant, sont arrivés chez nous, 4 ans, les premiers animaux de laboratoire. Il y a 5 ans, le CNRS et les laboratoires avaient organisé pour nous une réunion à la Salpêtrière à Paris. Là, on a rencontré des gens beaucoup plus intelligents que nous,
qui nous ont expliqué que sur certaines maladies, comme les maladies dégénératives, d'Alzheimer et de Parkinson, etc., on ne pouvait pas faire autrement que de tester sur du vivant. Il m'explique qu'à partir de là, il y a plusieurs solutions. Soit on arrête simplement de faire de la recherche, mais on a quand même gagné quelques années de vie, on a quand même soigné des gens de mieux en mieux. Soit on continue, comme le font certains laboratoires étrangers encore, à tester les produits dans des pays lointains. Soit on trouve ici en France et en Europe des gens qui sont prêts à se faire payer pour tester les médicaments, mais dans la conjoncture actuelle, ça va pas être non plus très éthique, ça va pas être les plus favorisés qui vont le faire. Tout ça, c'est compliqué. Il nous explique que dans le cas de ces maladies, d'Alzheimer et de Parkinson, un certain nombre de primates ressortaient viables à la fin de l'opération. Parce que d'abord, il y en a qui sont en placebo, et il nous dit, voilà, il y a un certain nombre d'animaux qu'on pourrait sortir de laboratoire, mais il faut qu'on trouve des places, et on n'en a pas. Au mois de mars 2019 sont arrivés les premiers. Et dans les 8 premiers, il y avait Cannelle. Cannelle, c'est ma chérie. C'est vrai. Elle est rentrée dans une cage de labo, elle avait 2 ans, Cannelle, elle est ressortie, elle avait 21 ans. Elle a fait 3 cycles sur les maladies d'Alzheimer et Parkinson. Elle a été radiée, que des radios, pour toute sa vie. Je me souviendrai toujours toute ma vie de ce soir-là. C'était la première primate en France à avoir une vie après le laboratoire. Puis le port de la camionnette s'ouvrir, et je vois les yeux de ma Cannelle au fond dans sa cage. Ses yeux m'ont traversé, quoi. Ses yeux m'ont traversé. Il dit, Cannelle, c'est le premier jour du reste de ta vie, quoi. Ta vie va changer. Et puis je sais pas, il s'est passé un truc. J'ai écrit là-bas, en dessous, Cannelle, aux gens, que vous regardez Cannelle, vous regardez peut-être pas un animal qui a été sauvé. C'est peut-être Cannelle qui regarde des gens qu'elle aura peut-être sauvé un jour. Et une des dernières arrivées, petite Serval, un bébé Serval, elle est arrivée chez nous, elle avait 19 semaines, c'est il y a un mois et demi à peu près. Elle était au 6e étage, en région parisienne, chez des gens. Elle est tombée du 6e étage, parce qu'elle a dû voir passer un pigeon, et elle a voulu choper le pigeon. Elle arrive en bas, les 4 pattes fracturées, dont une fracture ouverte. L'OFB l'a saisie, l'a emmenée dans une grande clinique parisienne, elle a récupéré la Serval, l'OFB nous l'a amené. Ouais, juste le monsieur devait passer faire une carte bleue de 8 000 € pour qu'il regarde. Donc, on l'a opéré des 4 pattes. Là, on retire les broches cette semaine. Là. Mais dans cette clinique, si vous voulez, elle aurait dû être prise en charge malgré tout, et à minima euthanasiée, quoi. C'est cruel, pas la laisser comme ça avec ses 4 pattes fracturées. Bon, c'est comme ça. L'argent fait beaucoup de mal. L'argent fait beaucoup de mal. Il en faut pour faire des choses, mais l'argent fait beaucoup de mal. Ça, c'est une vache de laboratoire. Elles ont fait des recherches sur la contraception féminine, la progestérone. Et elles sont en très grande forme, elles sont très grandes, très costauds, en très grande forme, à tel point que des fois Patrick dit moi je vais peut-être prendre aussi de la progestérone, en rigolant bien sûr. Zwina, elle vient d'un parc zoologique, c'est la doyenne chez les félins. D'accord. Et elle partage son enclos avec Nal, qui lui est un retraité de cirque aussi, qui a une dizaine d'années. Elle a 24 ans, lui il en a 10. Et qui avait enlevé les lionceaux à leur maman, à peine sevrés, pour les castrer, les dégriffer, afin de les utiliser comme sujet photographique en fait, sur les plages et dans les boîtes de nuit. Quelle horreur. Et bien évidemment, ils ont vite grandi, et donc au bout d'un moment, c'était des animaux qui ne pouvaient plus être mis dans les bras des gens. Le souci du dégriffage, c'est qu'en fait, ça laisse des plaies ouvertes à vie. Oh là là. Et donc, c'est des zones qui sont sujettes à des inflammations récurrentes, à la génération d'abcès. Ouais. Et c'était le cas, en tous les cas, pour Léo et Zampa. On a descendu un cochon du 5e étage à Bordeaux. La dame et ses amis ont offert un petit cochon comme ça, et quand on a été cherché, il faisait 380 kilos. Nous, on pense qu'il ne devrait plus y avoir de valeur argent en face d'un animal. Plus de valeur argent. Après, on prenne un chat ou un chien chez un éleveur qui a fait correctement son travail et qui soit dédommagé, pourquoi pas. Moi, je suis pas contre que les gamins ils aient un chat, un chien ou un lapin. Souvent, ils racontent plus de choses à leur lapin qu'à leurs parents. C'est un ami. Voilà, c'est un ami. On leur explique bien avant, qu'ils comprennent bien avant qu'ils l'ont pour toute sa vie, qui vivra pas à 100 ans non plus, qu'il y aura des moments de chagrin, mais ça fait partie de l'éducation des enfants, qu'il va falloir le sortir, comme si c'était un chat ou un chien, un chat, qu'au début, il y a plein de gamins dans la famille pour le sortir les premiers jours, mais qu'après, quand il grandit, il y en a un peu moins. Et moi, je pense que pour n'importe quel animal domestique, que ce soit un chat, un chien, un lapin, un cheval, il devrait y avoir un espèce de mini-permis, où les gens vont être pendant 2 heures devant un écran, on va leur expliquer certaines choses, on va leur expliquer ce que ça coûte, et puis à la fin, ils ont quand même un espèce de coup de tampon qui leur dit ok, mais t'habites dans un appartement de 35 mètres carrés, donc tu vas peut-être pas prendre un berger allemand, tu vas prendre un chien plus à la taille Qu'on arrête de mettre en vente des animaux dans des jardineries. Alors j'ai cru voir que maintenant, les gens qui achètent un animal dans une jardinerie ont 7 jours pour le ramener. À part peut-être pour quelques animaux qui sont en voie de disparition, on devrait contrôler la reproduction. Et dans les parcs, et dans les cirques, ici il y a 0 reproduction. Il y a des naissances que si les mamans arrivent gestantes, et tout ce qui arrive ici est stérilisé. On ne va pas faire des animaux sauvages en captivité pour leur offrir que la captivité. Les relâcher, c'est impossible. C'est impossible. Il faut 3 générations pour relâcher des animaux sauvages.
Que la cessation du jour au lendemain des animaux dans le spectacle itinérant, on coupe en tous les cas l'activité économique de ces personnes-là, et qui dit plus d'activité économique, plus de revenus, plus de quoi se nourrir et plus potentiellement de quoi entretenir les animaux. Ce qui s'est passé pour Isabella, où en fait la loi est passée tellement rapidement au Portugal que la personne qui détenait ces animaux-là, du jour au lendemain, s'est retrouvée confrontée à ça et n'avait plus de revenus. La tanière aujourd'hui c'est 90 salariés, des soigneurs principalement, mais aussi de la technique, des vétérinaires, de l'administratif aussi. Le matin quand on tourne la tanière, ça coûte 20 000 €. S'il se passe rien de spécial, malheureusement il se passe souvent quelque chose de spécial, on vit de deux choses nous, et des entrées du public, pour moitié, et pour moitié des dons. Notre but étant à terme de vivre que des dons et de rendre l'entrée gratuite à la tanière pour tout le monde. Déjà, elle est gratuite pour les enfants de moins de 11 ans, c'est-à-dire chaque adulte qui vient accompagner d'un enfant de moins de 11 ans, l'enfant ne paye pas. Et puis vous ne passez pas simplement en disant, tiens, les gamins ne repartent pas le soir en disant, j'ai vu un lion, j'ai vu un tigre, j'ai vu ça, non. J'ai vu Souda, j'ai vu Canel, j'ai vu Machine, voilà son histoire. Ouais. Et c'est quand même beaucoup plus intéressant de repartir avec ça, de dire, Canel, elle a travaillé dans un laboratoire, elle a fait ça. Le lion, Léo, il a été dégriffé petit parce qu'il savait faire des photos sur les plages ou dans les boîtes de nuit. Il a de la cataracte parce qu'il a eu plein de flashs. Ces petits singes-là, ils ont été récupérés dans une table qui servait de table de salon pour boire l'apéro. De raconter ces histoires-là, donc on sensibilise avec des trucs forts. Le problème, c'est qu'on ne veut pas arriver à un point où on devrait dire non pour les animaux. Donc il nous faut toujours beaucoup d'argent. Donc aujourd'hui, d'abord, les gens qui nous font des dons peuvent défiscaliser, c'est-à-dire qu'on peut en déduire 60-66% des impôts. C'est-à-dire quelqu'un qui nous donne 30 €, ça lui en coûte que 10. Voilà de quoi on vit aujourd'hui. Il faut beaucoup d'argent dans la tanière, il faut 600 000 € tous les mois. En plus de ça, il faut construire des nouveaux. Là, on va être obligé de reconstruire des fauveries. On a une liste d'attente pour entrer à la tanière. On a des gens de cirque qui nous ont rappelé, qui attendent pour nous amener leurs animaux. Les matériaux ont pris x2 ou x3 en quelques années. On fait beaucoup de choses nous-mêmes, on a nos équipes, on construit beaucoup nous-mêmes. Voilà, on sait qu'on a les gens derrière nous, on sait qu'en cas de coup dur, les gens sont là, mais il faut aussi savoir qu'au quotidien, on a besoin pas de manger, que nos animaux mangent. Et ce matin encore, je viens de faire un virement de 12 000 € pour acheter 4 tonnes de poulet. Le poulet, il nous en faut 300 kg par jour. Il y a tous les médicaments, parce qu'on a beaucoup de traitements. On a repéré des signes qui étaient curieux chez Dracula, et en fait très vite, passage d'un IRM, on a détecté en fait qu'il faisait de l'épilepsie. Ça nous a permis aussi rétrospectivement, après son départ du laboratoire, de faire ce retour au laboratoire. Parce que peut-être que ça peut remettre en question justement les résultats des recherches auxquelles il a participé. C'est aussi l'avantage de leur proposer, enfin de leur offrir une retraite. Bien sûr. C'est que nous, du coup, ce sont des animaux qui restent sur surveillance, bien évidemment. Enfin, on est très très attentifs à leur évolution. Voilà, la tanière, c'est pas notre tanière, c'est la tanière à tous les gens qui sont là, les salariés, les bénévoles, mais c'est aussi la tanière de tout le monde. C'est la tanière de tout le monde. On veut que tout le monde puisse y venir, on sera le plus heureux du monde quand tout le monde pourra y rentrer gracieusement. Donc il faut qu'on continue. Il faut bien être conscient qu'il y a des dizaines et des centaines d'animaux qui attendent pour rentrer chez nous. Là, avec la crête, c'est Johnny. Il est incroyable. Bonjour. Bonjour Elsa, enchantée. Bonjour, enchantée. Donc bienvenue dans la salle de consultation. Et mon laboratoire, là, on va dire avec des machines, salle radio, Ouais. on va dire un max de matériel plutôt radio. Tout ce qui est échographie, on l'a fait plutôt à côté, parce que souvent une écho a besoin d'être souvent fait en anesthésie. Et vous avez vu quelques de nos pensionnaires, mais je pense que vous allez comprendre que c'est difficile de leur dire « Tu peux arrêter de bouger là ? Ouais, je Arrête d'essayer de m'arracher là les doigts, s'il te plaît. C'est gentil, tu arrêtes de bouger !» C'est pas possible. Donc souvent on fait ça sous anest. Alors après on a quelque chose d'anesthésiant portatif pour pouvoir le faire en salle radio aussi. Ok. Si on veut faire des radios longues, Ouais. plusieurs expositions. C'est super qu'il y ait Derrière, tout on sur a la place. petite zone d'hospitalisation. Il y a toujours Mia ou pas? Oui. Oh, bijou.
Dans une petite volière, elle est en post-opératoire. Hein. D'accord. Suite à l'opération qu'elle a subie, pour réduire notamment une fracture ouverte d'un de ses postérieurs. Oh, la pauvre. Voilà. C'est l'hospitalisation après l'opération. Voilà, c'est ça, c'est le post-opératoire. c'est le temps de s'assurer que tout se passe bien, qu'elle récupère bien, qu'on n'a pas d'infection. Quelle journée mes amis, c'était incroyable, il est quasiment 18h. On vient de partir de la tanière, c'était trop bien. Et je vous rappelle qu'on est venu en voiture, donc il faut qu'on rentre en voiture, sauf qu'on a 7 heures de route. Donc je sais pas encore si on va voir, parce qu'en plus on a une crève de malade. Tous les deux avec Tanguy, hier déjà c'est Tanguy qui est parti en premier, parce qu'hier il avait de la fièvre et tout. Franchement il a eu du mérite de conduire comme ça, parce que il était vraiment pas bien. Ça fait 2 ans qu'il a pas été malade, moi j'ai jamais connu malade. Et là moi aujourd'hui ça m'est tombé dessus aussi. Donc on sait pas encore, on va voir comment on se sent. Soit on s'avance et à moitié chemin on dort par là et on rentrera demain matin, soit on fait tout d'un coup. Ça y est, on vient de rentrer à la maison. Il est 1h20 du matin ou quelque chose comme ça. Ça se voit à ma tête. Je vais pas m'attarder très longtemps sur cette clôture de vlog parce que je suis morte et que j'ai qu'une hâte, c'est de me poser. On se fait un débrief demain puisque le vlogmas ça continue demain. C'était trop bien cette journée, mais on se reparle demain. Bye, à demain. Si on veut avoir des choses qu'on n'a jamais eues, il faut faire des choses qu'on n'a jamais faites.